Nous parlons du coup de toute innovation médicale. L'autre jour, j'ai perdu mon frère. Aujourd'hui, je défends une cause qui me tient à cœur. L'histoire récente, marquée par des crises sanitaires, a mis en évidence une fracture au cœur de notre système de santé mondial, celle de l'accès inéquitable. L'éthique et l'humanité veulent que tout cela soit gratuit. Mais les faits disent autrement. Quoi qu'il en soit, nous vivons dans un monde capitaliste où, si tu as de l'argent, tu as plus de chances d'être guéri. C'est aussi simple que ça. Et donc, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous dire que mon équipe et moi avons décidé de défendre cette position qui est la position la plus judicieuse à nos yeux. Et le sujet est comme suit. Le coût de toute innovation médicale critique, exemple vaccin, thérapie, etc., doit être entièrement mutualisé et gratuit pour garantir la solidarité mondiale. Et moi, je veux m'arrêter sur le terme solidarité. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de participer à une action solidaire avec le club de solidarité, et avec le président ici présent, M. Idrissi Ouais. Nous avons donné la chance à une... Comment dirais-je ? C'est juste inimaginable. Je ne pourrais décrire ce que je ressens. J'ai senti une certaine bienveillance envers ces personnes-là, qui n'avaient rien. On leur a offert plus de 3000 soins gratuits. Maintenant, me direz-vous, Driss, qu'est-ce qu'un coût ? Je vous dirai, c'est mon bain, c'est mon domaine. Je suis un économiste avant tout. Oui. De ce fait, je vous en conjure d'avoir l'extrême amabilité de bien vouloir m'écouter, mesdames et messieurs. L'HCP, le Haut Commissariat au Plan, vous dit que le coût de production de la consommation intermédiaire correspond à la valeur des biens et services autres que les biens d'équipement fixes qui sont transformés ou font transformer entièrement les biens utilisés pour la production du service. Exemple, matières premières, énergie, etc., etc. Avez-vous bien compris ? Bien. Pour vous éclaircir encore plus les choses, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous dit qu'une innovation médicale n'est ni plus ni moins qu'une innovation vitale. Pour ma part, je vous laisse avec mon équipe qui vous a concocté un cocktail bien aromatisé à vos goûts. Comme a dit Feu Hassan II un jour, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, mais d'autres en revanche ne peuvent pas comprendre. Merci bien. Regardez cette pièce, 1 dirham. Pour certains, c'est presque rien, mais elle symbolise parfaitement le monde dans lequel nous vivons. Limité, fragile, soumis à des contraintes économiques et humaines. Chers membres du jury, chers opposants, chers publics, bonjour. Nous avons l'honneur aujourd'hui de débattre autour d'une question essentielle, au croisement de l'éthique, du progrès scientifique et de la justice sociale. Les innovations médicales critiques devraient-elles être gratuites et mutualisées afin de garantir la solidarité mondiale ? À la fin,
Nous ne pouvons qu'être contre. Et nous commençons à présent le débat. Mesdames et messieurs, on nous propose aujourd'hui un idéal séduisant, rendre toutes les innovations médicales gratuites et accessibles à tous. Sur le papier, c'est noble, généreux, presque poétique. Mais la réalité, mesdames et messieurs, n'est jamais aussi simple. Chaque vaccin, chaque traitement vital, chaque thérapie coûte des millions, parfois des milliards. Derrière chaque avancée scientifique, il y a des laboratoires, des chercheurs, des infrastructures, des essais cliniques interminables. Cette pièce d'un dirham pourrait représenter la fraction minime de l'investissement nécessaire pour une seule dose de vaccin. Une seule dose de vaccin. Imaginez l'impossibilité de couvrir toute l'humanité. Mutualiser et rendre gratuit ne ferait pas disparaître ces coûts. Il faudrait que quelqu'un les assume. Et qui? Les pays riches, déjà responsables d'une grande part du financement de la recherche, seraient épuisés. Les systèmes de la santé seraient saturés, incapables de gérer la production, la distribution et le suivi. Les innovations elles-mêmes pourraient stagner, faute de financement durable. L'utopie de la gratuité totale, malgré ses bonnes intentions, ne garantit pas une distribution équitable. Sans mécanisme de régulation, certains pays ou groupes pourraient accumuler les traitements, laissant d'autres à l'écart. La solidarité, donc, ne se décrète pas par un simple mot ou une promesse. Elle se construit sur des bases réalistes, sur un équilibre entre ressources disponibles et besoins réels. La pièce de 1 dirham nous rappelle cette vérité. Même avec les meilleures intentions, la vie, le monde a des limites. Le monde a des limites. La responsabilité donc ne consiste pas à offrir l'impossible, mais à protéger la vie humaine et à garantir que ces innovations médicales continuent d'exister, de se développer et de sauver des vies d'une manière stable et réaliste. Soyez honnêtes une seconde. Qu'est-ce qu'on choisit vraiment? De choisir tout le monde aujourd'hui ou de continuer à sauver quelqu'un demain? Merci. Chère audience, membres du jury et équipe adverse, c'est un honneur pour moi de me présenter aujourd'hui pour défendre ma thèse dans le débat d'aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que nous vivons dans un monde où les maladies se propagent partout et à une vitesse hilarante. C'est pour ça que il faut savoir que nous vivons dans un monde où les maladies se propagent partout à une vitesse alarmante. C'est pour ça que produire et fournir les médicaments nécessaires et gratuitement et comme je cite ici, et les rendre accessibles à tout le monde est une importance majeure pour la continuité de la vie humaine. On a tous vécu lors de la pandémie Covid-19. On a tous vécu car la maladie ne s'arrête pas aux frontières, mais ça débute là. Car ça a commencé que dans un laboratoire en Chine, puis en Asie, en Europe, en Amérique. Enfin, le confinement est arrivé. Ça commence lentement, mais ça finit vite. C'est pour ça que fournir les innovations médicales nécessaires
est une importance majeure pour la continuité. D'autres histoires sont similaires, comme par exemple la peste noire ou bien la variole, deux maladies qui ont emporté avec eux des millions et des millions de gens. C'est pour ça que fournir des médicaments de façon gratuite et les accessibilités et les rendre affordables à tout le monde doit être une priorité pour la vie humaine. Passons. Quand on part acheter des médicaments, on trouve toujours qu'il y a un prix. Mais cela, c'est pas logique, car tout le monde n'est pas riche. On peut même dire le contraire, car il y a une inégalité dans le monde entre les pays riches et les pays pauvres. D'après l'OMS, je cite, l'Organisation mondiale de la santé, environ 30% de la population mondiale n'a pas accès régulier aux médicaments essentiels. Dans des parts en Asie ou bien en Afrique, c'est plus que la moitié. Cela montre que la population n'a pas toujours accès à ces médicaments. Et ce n'est pas seulement à cause de leur introuvabilité, mais surtout de leur coût. C'est pour ça qu'il faut réduire cette inégalité. Une autre statistique nous montre qu'il y a en moyenne, dans les pays à haut revenu, 40 fois plus de chercheurs que les pays à bas revenus. Cela remontre l'écart écrasant entre ces deux catégories de pays. Mais bon, ça c'est un fait. Et passons au niveau économique. En étant un élève de la branche, je suis un visionnaire. Et quand on dit que banaliser et rendre les coûts des médicaments affordables ou bien même gratuits va détruire l'économie, c'est pas logique. Car en ce moment même, plus de 12,4% de la population active et en âge d'activité est déclaré être incapable de travailler à cause d'une santé qui est fragile mais guérissable. Est-ce que vous croyez que lorsqu'on soignera ces gens, ils resteront fainéants ou bien retomberont malades? Non. La production va augmenter, d'en moyenne 8%, d'après l'OMS. Et d'un point de vue social, cela va renforcer la confiance du peuple dans le système de santé. Car, comme la majorité d'entre vous, nous avons tous pris le vaccin Pfizer, un vaccin qui nous a sauvé la vie. Mais plein d'entre nous ont douté. Plein d'autres n'ont pas douté, mais d'autres ne l'ont pas encore pris. Car quand on parle de gratuité, on dit que quelque chose ne va pas bien. Car maintenant, tous les prix sont élevés. Des médicaments comme de toutes les interventions chirurgicales. Enfin, en réalité, beaucoup de personnes refusent et hésitent à utiliser certains traitements de vaccins car leur coût est trop élevé ou ils doutent de leur véracité. Mais bon, nous sommes des humains et être solidaire est le minimum nécessaire pour prouver tel. Car la santé est un droit fondamental de l'homme. Et banaliser les innovations médicales, c'est prouver que la vie humaine vaut bien mieux que le profit. Merci. Honorable assistance, très chers opposants, mesdames et messieurs le jury, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une confrontation d'idées tenace, voire même féroce. Une bataille sans pitié. Et là, maintenant, je suis dans l'arène. Mesdames et messieurs, on essaie de vous vendre des paroles en l'air, mondes et merveilles. On essaie de vous faire croire que l'incongru est possible et que l'impromptu est réalisable. Mais heureusement, la nature fait bien les choses puisque mon équipe et moi sommes là pour défendre la vérité, pour la rétablir. Et nous en sommes les mandataires. Ce songe, cette illusion bien confortable, l'idée de rendre totalement gratuites les innovations médicales critiques, promet bien de belles choses. Et séduit par ces semblants de moralité, d'humanité, pervertie, trompeuse. Elle nous donne l'espoir en une flamme qui viendrait embraser un monde autrefois éteint. Seulement,
Ne vous méprenez pas, parce que, chers opposants, ne confondez pas aspiration et désillusion. Et n'entraînez surtout pas notre cher public dans la fange de vos projections infantiles, indignes d'économistes. Car sachez-le, quand on en vient à examiner ce principe de plus près, au prisme de la réalité économique, et à le reluquer très exactement, il est évident que cette flamme tant attendue s'avère être un mirage. En l'occurrence, cette gratuité totale que vous prônez tant, qui d'ailleurs n'est nullement un remède miraculeux, risquerait d'affaiblir les fondations mêmes de la santé mondiale et de l'innovation médicale. En premier lieu, exiger la gratuité universelle reviendrait à scier la branche sur laquelle repose la recherche scientifique. Les innovations médicales telles que les vaccins, les thérapies géniques ou encore les biotechnologies ne naissent pas par miracle. Elles sont le fruit d'une très longue traversée, parfois sinueuse, qui peut parfois durer plusieurs décennies, durant laquelle chercheurs, laboratoires et investisseurs avancent tels des navigateurs, affrontant tempêtes et intempéries et incertitudes. La recherche exige des financements colossaux, des infrastructures extrêmement coûteuses et des essais cliniques rigoureux. En abolissant toute source de revenus liée à cette innovation, on risquerait de transformer ce champ d'exploration en un désert stérile, où aucun pionnier n'aurait plus les moyens ni le courage de s'aventurer. En outre, une gratuité universelle ferait peser sur les États une charge financière énorme et écrasante, comparable à un navire trop lourdement lesté qui menace de sombrer avant même d'avoir quitté le port. Les finances publiques, fortement fragilisées par les crises sanitaires, économiques et climatiques, ne sauraient supporter durablement le coût intégral de la découverte médicale, qui peut parfois atteindre des milliards de dollars. Alors, en voulant offrir tout à tous, on risquerait paradoxalement d'appauvrir encore davantage les systèmes de santé et de compromettre leur capacité à répondre aux besoins les plus élémentaires. Enfin, la gratuité totale peut parfois masquer une autre forme d'injustice, celle qui place les pays en développement dans une sorte de dépendance vis-à-vis des pays les plus riches. On les maintiendrait dans le rôle de bénéficiaires perpétuels au lieu de les laisser développer leurs propres capacités scientifiques et industrielles. Donc, la véritable solidarité ne ressemble pas à une béquille offerte à ceux que l'on dit vouloir aider. C'est plutôt un pont reliant deux rives, un pont solide. Enfin, finalement, je tiens à vous prévenir, mesdames et messieurs, parce que très certainement, on essaiera de vous remplir la tête d'arguments délétères et d'idées mensongères. On essaiera de remanier nos allocutions de façon à vous faire détester nos ambitions. Néanmoins, une seule réalité s'impose, celle que l'instauration de la gratuité totale ferait péricliter l'ensemble de l'économie mondiale et entraînerait d'innombrables dysfonctionnements indépassables. Alors, sur ce, j'inviterai nos très chers opposants, nos très chers contestataires, nos très chers contradicteurs à se réveiller de leur rêve éveillé. Le rêve éveillé d'une société utopique mondiale et à remettre les pieds sur terre, à se délester de leurs projections irréalisables, impensables et infondées. Car, sachez-le, vous ne faites que scruter la face visible de l'iceberg, la face celle qui conforte leurs illusions imbuvables, celle qui édifie leurs illusions. Néanmoins, la face cachée est la plus effrayante et elle ne remonte jamais à la surface. Alors, je les inviterai à faire des recherches un peu plus poussées et à creuser un peu plus avant de défendre une telle thèse qui ne leur ressemble pas et qui va à l'encontre de leurs principes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'innovation médicale découle très souvent des recherches fondamentales faites dans nos universités, nos institutions publiques, financées par nos impôts. Le profit du secteur privé s'installe à la fin de ce processus et limiter l'accès à ce savoir par le seul facteur du pouvoir d'achat est simplement exiger une réelle apartheid sanitaire mondiale. Et c'est là où réside l'injustice. L'Organisation mondiale de la santé le proclame. La santé est un droit fondamental de l'homme. Et mettre une étiquette sur le prix de la survie, ce n'est pas une économie.
c'est simplement choisir de monétiser la mort. Et c'est cet acte-là, mesdames et messieurs, qui est moralement indéfendable et qui sape la dignité de milliers d'individus. Allons au-delà de l'éthique pure. Nos arguments sont fondés sur des stratégies froides. L'histoire, telle le Covid-19, nous a démontré que les pandémies n'ont pas de frontières douanières. Laisser des foyers de maladies se développer dans des pays pauvres simplement parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat de se procurer ces traitements, ce n'est pas une stratégie, c'est simplement une menace pour les pays plus riches. Les maladies non traitées et les pandémies finiront par traverser la mer et faire face à ces pays plus aisés. La mutualisation n'est donc pas cet acte simple et de charité. C'est un investissement lucide et égoïste dans notre propre sécurité sanitaire. C'est une police d'assurance mondiale. L'argent que nous dépensions pas aujourd'hui pour nous procurer ces traitements aux gens qui n'ont pas ce pouvoir d'achat, nous la paierons demain en des centaines de vies, en effondrement économique. L'exemple du mécanisme du COVAX ou de l'OMS, bien qu'imparfait, illustre parfaitement cette vérité internationale. Tant que la survie est en jeu, les prix des actions est toujours inférieur au prix des inactions. En conclusion, la mutualisation et la gratuité, ce n'est pas dénigrer la science ou l'effort, c'est affirmer que l'outil de survie collective doit être accessible par tout le monde. Nous vous le disons encore, tant qu'il y aura un seul foyer de maladie que l'on aurait pu soigner, la solidarité ne sera pas une vertu, mais une nécessité absolue. C'est la seule garantie que le bien-être d'un pays développé ne serait pas bâti ironiquement sur le risque pandémique mortel d'un autre. La solidarité est notre seule véritable immunité. Merci. Mesdames et messieurs, honorables jurys, chère audience et bien-aimés opposants, bonjour. Permettez-moi de commencer par une vérité que nous refusons d'admettre. Aveuglés que nous sommes par notre générosité. La gratuité n'existe pas. Derrière chaque soin dit gratuit se cache une dette. Derrière chaque médicament offert se cache un contribuable qui paie. Derrière chaque utopie sanitaire se cache une réalité économique implacable. Aujourd'hui, je ne viens pas célébrer le rêve d'un système de santé entièrement gratuit et universel. Je viens vous parler de son impossibilité tragique, de cette contradiction entre nos idéaux et entre les limites du monde dans lequel nous vivons. L'innovation médicale a un coût vertigineux, un coût que l'on préfère ignorer quand on réclame la gratuité totale. Créer un médicament n'est pas un acte de magie, mais un processus titanesque qui nécessite entre 10 et 15 années de recherche intensive et entre 1 et 2 milliards de dollars d'investissement. Laissez ce chiffre résonner dans vos esprits. Pour chaque molécule qui atteint vos pharmacies, des millions d'autres ont échoué, emportant avec elles des milliards investis dans le néant. Et vous voudriez que l'État assume seul ce fardeau colossal, que le contribuable, déjà écrasé par ses impôts, investisse dans une loterie scientifique aux enjeux astronomiques. C'est une illusion dangereuse, une générosité irresponsable qui confond idéalisme et réalisme. Mutualiser entièrement le coût de l'innovation pharmaceutique mettrait une pression insoutenable sur les budgets nationaux. Vous avez parlé du Covid-19, alors parlons-en. Après la pandémie du Covid-19, là où les États ont financé massivement le développement des vaccins, l'achat des vaccins, leur distribution et la prise en charge des malades, résultat, des millions de pays ont été étouffés
étouffés, contraints de couper dans d'autres secteurs, l'éducation, la recherche fondamentale et l'infrastructure, pour rembourser ce qu'ils ont dépensé en urgence sanitaire. Et vous voudriez ériger ce modèle en fonctionnement permanent. C'est condamner nos économies à l'asphyxie, nos sociétés à la paralysie budgétaire, menant à terme à l'effondrement de ce système qu'on prétendait protéger. Mais il y a pire encore. Une conséquence que les idéalistes refusent de voir. La gratuité totale tue l'innovation. Les laboratoires pharmaceutiques privés investissent plus de 200 milliards de dollars par an partout dans le monde. Pourquoi, me diriez-vous? Par pure bonté d'âme ou par altruisme désintéressé? La réponse est malheureusement non. Parce qu'ils espèrent un retour sur investissement, parce que le profit est l'incitation même pour prendre des risques énormes. Si demain nous instaurons un monde où tout est gratuit, où l'État fixe les prix, où les brevets sont abolis au nom de l'accès universel, que se passera-t-il? Les actionnaires fuiront, les investissements massifs s'effondreront et la recherche stagnera. Et bien sûr, qui en souffrira, ce seront les malades de demain, ceux qui attendent désespérément des traitements qui ne seront jamais développés car on aura tué dans l'œuf l'incitation même à innover. Regardez le marché des maladies rares. Ces pathologies si uniques qui touchent si peu de personnes que leur traitement n'est économiquement viable pour aucun système public. Ce sont les incitations financières, les crédits d'impôt, les brevets étendus pour les médicaments orphelins qui ont permis le développement de thérapies pour ces maladies que personne ne voulait traiter. Sans perspective de profit, ces patients seraient encore abandonnés, condamnés à mourir de maladies pour lesquelles aucun État n'aurait ni les moyens ni la volonté d'investir. Très chers opposants, l'innovation ne naît pas de la bureaucratie. Elle naît de l'ambition, du risque et oui, du désir de profit. Cette vérité inconfortable, presque obscène à nos oreilles idéalistes, mais une vérité que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Cette question révèle une tension fondamentale. Le conflit entre nos idéaux moraux et les contraintes matérielles du réel. Nous voudrions vivre dans un monde où la maladie ne discrimine pas, où la santé est un droit absolu détaché de toute logique économique. C'est un beau rêve, un rêve noble, humain et généreux, mais un rêve qui se fracasse contre le mur de la réalité. Les ressources sont limitées, les médecins sont en nombre fini, le temps de recherche est compté et malheureusement, l'argent n'est pas infini. Et prétendre que nous pouvons ignorer ces contraintes au nom de nos principes, c'est se condamner à l'échec catastrophique. La vraie question n'est pas voulons-nous un système de santé entièrement gratuit et universel. Bien sûr que nous le voulons, qui pourrait s'y opposer moralement? La vraie question est est-ce que nous pouvons entretenir un système sans conséquences désastreuses? Et la réponse honnête, celle que nos opposants aujourd'hui refusent d'entendre, est non. Non, nous ne pouvons pas. La gratuité totale des soins est une promesse que nous ne pouvons pas tenir sans nous ruiner ou sans mentir. Et promettre l'impossible aux gens qui souffrent est la chose la plus cruelle que l'on peut leur infliger. Car c'est nourrir un espoir qui sera inévitablement déçu. Et la vérité, aussi inconfortable soit-elle, reste préférable à l'illusion confortable qui mène au désastre. Merci. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chère audience opposant, me revoilà devant vous sur cette scène que j'adore tant, devant ce pupitre qui m'est très cher. Étant élève en terminale, je suis là pour prouver que l'expérience fait la différence. Nos collègues en première année sont relativement bons, si je puis dire ça comme ça. Mais il y a toujours un mais dans l'histoire. Être bon dans un débat n'a jamais suffi pour triompher. Alors, opposants, laissez-moi vous mettre les idées au clair. Premièrement, j'aimerais remercier mademoiselle Selma ici présente de défendre notre position. Les statistiques, nous les avons déjà données. On paye déjà, c'est juste notre argent qui nous revient. Opposants, nous ne parlons pas à base de textes poétiques à la Victor Hugo. Nous demandons des arguments
et malheureusement, on n'a pas été servi. Nous citons des faits réels et confirmés. Vous parlez à base de théorie, alors je vous suggère de prêter attention pour ne pas continuer dans votre ignorance. La gratuité découragerait l'innovation privée. Ah bon? En mutualisant ses coûts et en garantissant sa gratuité d'usage, nous ne faisons pas qu'une œuvre de charité. Nous investissons dans la résilience globale. Ensuite, les innovations médicales les plus majeures de l'histoire, traitement VIH, vaccins, ont été majoritairement financés par l'argent public. Et pourtant, ça n'a pas freiné l'innovation. Par exemple, pendant la crise du Covid-19, les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca ont reçu des milliards d'aides publiques. Et pourtant, l'innovation a très vite progressé. Donc, la solidarité n'empêche pas l'innovation, elle permet même de l'accélérer. La question que vous vous êtes ensuite posée est comme suit. Le système serait trop cher. Qui va payer? On va parler chiffres un peu. Pour $1 investi dans la vaccination, on économise entre 16 et 44 $ en pertes économiques et de santé selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une mutualisation permettrait aux pays plus riches de contribuer plus. Alors, détrompez-vous, mutualiser, c'est un investissement qui évite des coûts gigantesques. Vous allez ensuite me parler de logistique. Je vais vous répondre brièvement. On achète ensemble, on distribue mieux. Et les campagnes mondiales de vaccination l'ont déjà prouvé. Plusieurs pays à faible revenu ont déjà réussi des campagnes vaccinales à grande échelle. Polio, rougeole, Ebola. La mutualisation rend la logistique plus simple. Elle harmonise les stocks et évite la compétition entre les pays. Alors non, la gratuité ne résout pas tout, mais elle supprime un obstacle de taille, le prix. Vous allez par la suite parler de bureaucratie ou de mauvaise gestion. OMS, UNICEF, Gavi sont tous des systèmes internationaux qui garantissent la transparence et évitent les gaspillages et les doublons. Et d'ailleurs, ils fonctionnent déjà sur une base de mutualisation internationale, protocole transparent, audit et des standards très stricts. Donc, le risque de mauvaise gestion existe, mais la mutualisation, justement, permet de le freiner. Comment définir ce qui est critique? L'OMS a déjà une liste de vaccins et traitements jugés nécessaires basés sur un cadre évolutif, basé sur la gravité de la maladie, le risque épidémique, l'impact économique et la disponibilité d'alternatives. Ce n'est pas flou, mesdames, messieurs. Des critères très précis sont déjà mis en place. Somme toute opposants. À part vouloir vivre dans l'ignorance, laissez-moi vous éclairer. Car lorsqu'on parle d'innovation médicale, critique, vaccin, thérapie, nous parlons de choix qui engagent des vies, des économies, des nations. Rien n'est simple, rien n'est évident. Et c'est pour cela que ce débat existe aujourd'hui. Nous l'avons vu, derrière chaque argument se cache un enjeu majeur, des bénéfices, des risques et des limites. Et notre rôle ici n'est pas d'imposer une vision, mais d'éclairer ces enjeux avec rigueur, logique et honnêteté. Alors oui, vous pouvez défendre une approche, en critiquer une autre, mais au final, ce qui compte réellement, ce n'est pas de choisir le camp qui rassure, c'est de comprendre ce que chaque option veut dire pour le monde entier. Parce qu'un choix médical à l'échelle mondiale n'est jamais un simple choix, c'est une responsabilité. Ainsi que vous penchez d'un côté ou d'un autre, j'espère au moins avoir mis la lumière sur l'essentiel, la nécessité de réfléchir en profondeur et d'établir des évidences. Alors, acceptez la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on aimerait qu'elle soit. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers opposants, honorables jurys, bien le bonjour. Comme on le dit si souvent, le meilleur pour la fin. Et c'est précisément pour cela que je me tiens ici devant vous. Durant ce débat,
nos chers opposants n'ont fait qu'avancer des promesses en l'air, d'un monde philanthropique où tout est rose, où les licornes se baladent paisiblement. Ce monde vous procure tellement de paix intérieure, rien qu'en l'imaginant. Mais, chers opposants, laissez-moi vous rappeler la triste vérité et vous remettre les pieds sur terre. Ce monde parfait n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion, un rêve. En effet, comme ma camarade Selma l'a si bien dit, une partie du fruit de ces investissements revient aux investisseurs, oui, mais l'autre partie, elle, sert à financer de nouvelles recherches. Sans bénéfice, nous nous retrouvons ainsi sans budget. Résultat, personne pour innover, plus de concurrence, plus cette course contre la montre pour être le premier face à la découverte. Chacun attend de l'autre qu'il fasse le premier pas pour sauver l'humanité. Spoiler alerte, cela ne fera qu'engendrer une lenteur astronomique. Cependant, des vies sont perdues à chaque minute, chaque seconde, chaque instant. Des âmes se meurent sur des lits d'hôpitaux, attendant un miracle. Il faut avoir le courage de le dire. L'État n'est pas toujours plus efficace que le secteur privé. Au contraire, la bureaucratie publique, avec sa lourdeur administrative, ses procédures interminables, ces comités qui se réunissent à chaque fois pour déterminer la date de la prochaine réunion, peut devenir un obstacle majeur face à l'accès rapide aux innovations médicales. Dans plusieurs pays européens, des thérapies anti-cancer révolutionnaires qui sauvaient déjà des vies aux États-Unis ont pris entre 18 et 24 mois juste pour être approuvées et remboursées. Simplement parce que la machine administrative, pour être approuvée et remboursée, simplement parce que la machine administrative publique est trop lente, trop prudente et trop paralysée par ses propres règles. Pendant ce temps, des patients mouraient en attendant que des fonctionnaires tamponnent le bon formulaire. Thaler et Sunstein, dans leur ouvrage Nudge, expliquent brillamment le système public qui, malgré leurs bonnes intentions, manque souvent de flexibilité et de réactivité nécessaires face aux changements rapides, créant ainsi une inefficacité qui coûte des vies. Et si, d'après vous, le dicton « c'est vital, donc c'est gratuit » est une règle, alors tout devrait être gratuit. Cela impliquerait aussi l'alimentation, l'éducation, l'eau potable, l'énergie, et j'en cite encore. Et une société entièrement gratuite est économiquement impossible. Mais bref, vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat-là. Et vous, économistes, vous êtes censés le savoir mieux que quiconque ici. La position que vous défendez, elle va à l'encontre du chemin que vous avez choisi. Et je me permettrai ainsi de dire que je maîtrise ce plan mieux que vous, chers opposants. Alors, avant de conclure, permettez-moi de revenir à l'essentiel. Ce débat ne porte pas sur des idéaux abstraits, mais sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et cette réalité, il faut la regarder de face. Et c'est précisément sur ce point crucial que je décide de conclure. Alors, que devons-nous vraiment retenir de tout cela? Quel enseignement tirer de ce débat? Eh bien, la réponse, selon nous, tient en quelques mots. Arrivé à ce moment charnière, je me dois de dire les choses telles qu'elles sont, sans détour et sans illusion. Alors, la vérité que nous ne devons plus nier est que, certes, cela serait l'idéal, la solidarité incarnée, mais nous tous ici, vous et moi, savons très bien que sans fonds, sans laboratoire à but lucratif, l'innovation est impossible. Merci.